Si vous investissez dans le domaine des crypto-monnaies, vous savez qu'il y a un point et un pilier vraiment central dans cet écosystème qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs sur d'autres classes d'actifs beaucoup plus implantées comme la bourse, l'immobilier ou autres, c'est la protection et la sécurité de vos actifs numériques. L'objectif des crypto-monnaies, c'est d'éliminer les intermédiaires et d'éliminer le risque de contrepartie. Et malheureusement, quand vous utilisez des plateformes d'échange centralisées comme Binance, Coinbase, Kraken, etc., et surtout quand vous laissez vos crypto-monnaies sur ces plateformes d'échange, vous rajoutez des intermédiaires, vous rajoutez un risque de contrepartie, et ça peut mettre en péril la sécurité et la protection de vos actifs numériques sur le long terme. Donc dans cette vidéo, j'aimerais adresser les problématiques auxquelles vous allez être confrontés si vous continuez encore de laisser vos crypto-monnaies sur ces plateformes d'échange centralisées. Et j'aimerais qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez avoir toutes les informations nécessaires et toutes les notions nécessaires pour comprendre justement les risques auxquels vous allez être confrontés si vous laissez déjà vos crypto-monnaies sur les plateformes d'échange et éventuellement les démarches à suivre pour pouvoir vous permettre de sécuriser, de protéger durablement vos crypto-monnaies sur le long terme. Il y a un adage très connu dans le domaine des crypto-monnaies qui dit tout simplement not your keys, not your coin, parce que vous le savez, mais dans la crypto, vous avez ce qu'on appelle une clé publique et une clé privée. La clé privée, c'est l'équivalent de votre mot de passe, c'est ce qui va vous permettre de gérer correctement vos fonds et de protéger durablement et efficacement vos crypto-monnaies sur le long terme. Et en réalité, si vous ne détenez pas votre clé, que vous laissez par exemple vos crypto-monnaies sur des plateformes d'échange centralisées, derrière, malheureusement, si la plateforme d'échange, pour des contraintes réglementaires, de régulation, pour des contraintes liées au KYC, donc de vérification d'identité, ou parce que la plateforme fait faillite ou met la clé sous la porte, vous n'avez aucun recours et vous ne pourrez pas de toute façon récupérer votre argent. Donc laisser ces crypto-monnaies sur des plateformes d'échange vous met complètement à leur merci au niveau des contraintes liées à la régulation, au KYC, etc. S'ils ne souhaitent plus vous rendre vos crypto-monnaies, ils n'ont même pas forcément besoin de vous donner de justification et il n'y a presque rien que vous pourriez faire pour pouvoir changer cela. Laisser vos crypto-monnaies sur des plateformes d'échange vous rend vulnérable aux fermetures, donc aux liquidations et aux potentiels hacks. Là, je vous ai mis une frise avec quelques exemples, je dis bien quelques exemples de plateformes pour lesquelles on a eu des hacks. Donc, il y a eu le cas de MTGOX, qui était presque exclusivement la seule et unique plateforme qui existait entre 2013 et 2014 où on pouvait échanger du Bitcoin. Il y a eu plus de 800 000 Bitcoins qui ont été hackés à ce moment-là, qui représentaient 460 millions de dollars. En 2016, il y a eu le cas de Bitfinex. Il y a eu également aussi en 2019 celui de Binance, CoinCheck en 2018, etc., etc. Des hacks en fait sur des grosses plateformes d'échange centralisées, ça arrive très régulièrement et ça continuera d'arriver. Et donc c'est pour ça que vous ne devez absolument pas laisser vos crypto-monnaies sur ces plateformes d'échange centralisées. En 2018, au moins 23 plateformes ont dû mettre la clé sous la porte. Ça c'est super important parce que je vous en ai mis quelques-unes et souvent on a l'idée de quelques grosses plateformes qui ont fait la une des journaux, mais c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a plein d'autres plateformes qui font régulièrement faillite. Et en 2018, il y a eu 23 plateformes qui ont dû mettre la clé sous la porte. Le nombre est monté en flèche de 252% en 2019 et a encore augmenté de 17% en 2020. En 2021, ce nombre est resté presque le même que l'année précédente et les 6 premiers mois de 2022 ont vu une diminution de 55% du nombre d'échanges qui ont fermé. Donc il faut faire attention, il y a très régulièrement chaque année des plateformes d'échanges centralisées ou décentralisées de toute façon qui mettent la clé sous la porte ou qui se font hacker. Donc la gestion correcte de vos clés privées, c'est vraiment un point crucial et central de votre stratégie d'investissement dans le domaine des crypto-monnaies. Je vous ai cité quelques désastres ou quelques grosses plateformes qui se sont fait hacker, mais ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la partie émergée de l'iceberg. Là, je vous ai cité à l'écran les plus gros hacks qui ont jamais été effectués sur les plateformes centralisées dans le domaine crypto. Le plus gros, ça a été en 2014, donc avec plus de 850 000 bitcoins qui ont été volés avec 450 millions de dollars que ça pouvait représenter à l'époque. Et il faut savoir que, c'est ce que je vous ai dit un petit peu plus tôt, ça représentait 70% de tous les volumes d'échange du bitcoin de l'époque, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Quand bien même aujourd'hui on aurait une plateforme qui se fait hacker, même Binance ou un gros exchange, ça aurait fortement un impact sur le prix, comme ça a été le cas avec FTX, avec 9 milliards de dettes pour leurs utilisateurs. Mais faut savoir ce qu'aujourd'hui FTX, à l'époque en tout cas en 2022, FTX représentait pas 70 à 80% de tous les volumes d'échanges dans le marché crypto. Ça aurait forcément un impact sur le prix, mais pas aussi significatif que pour MTGOX. Pour Bitfinex, en 2016, il y a eu presque 120 000 bitcoins qui ont été volés, soit 72 millions de dollars à l'époque. Pour Quadriga CX, c'est pareil, c'était la plus grosse plateforme d'échange au Canada, si je ne me trompe pas, et en 2019, la plateforme elle a fermé avec 215 millions de dollars de passifs.
Et ce qui était dingue, c'était que le CEO en fait de Quadriga CX avait protégé les fonds, donc les 215 millions de dollars étaient simplement stockés sur un laptop. Donc en fait, il s'était stocké non pas sur un hardware wallet avec une protection multisig ou ce que vous voulez, c'était juste protégé sur un laptop, donc c'était un hot wallet connecté à Internet, et il y a même eu des suspicions, c'est-à-dire que le CEO de Quadriga CX a été dévoilé comme étant mort en fait sur les réseaux en disant bah voilà la plateforme a été fermée, le CEO est décédé, et au final en regardant les analyses blockchain on a retrouvé des mouvements en fait sur le wallet du CEO dont lui seul avait accès en fait à ces fonds. Donc on dit à la fois que cette personne-là était décédée et en même temps les fonds qui étaient présents sur son portefeuille continuaient de bouger. Donc je crois qu'aujourd'hui on n'a pas eu la fin mot de l'histoire, mais la réalité c'est que tous ceux qui avaient de l'argent en fait sur Quadriga CX malheureusement n'ont pas pu récupérer leur argent et ne le récupéreront sans doute jamais. Cryptopia c'est pareil, fermeture en 2019 avec un vol près de 24 millions de dollars, et FTX qui a fait énormément de bruit avec Celsius, mais notamment FTX, il y avait près de 9 milliards de dettes avec une fermeture comme ça soudaine du jour au lendemain. Et donc voilà, c'est pour vous montrer que c'est pas de la lubie ce que je vous dis, c'est des choses qui arrivent très régulièrement. Donc not your keys, not your coin. Si vous ne détenez pas les clés privées de vos crypto-monnaies, malheureusement vous vous exposez à des risques qui sont très 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 significatifs. Et aujourd'hui vous n'avez pas forcément d'excuses de dire bah, c'est compliqué d'utiliser une ledger, c'est compliqué de protéger ses crypto-monnaies. Voilà, si vous investissez dans la crypto-monnaie, pour moi il y a quand même une certaine responsabilité à avoir. Et cette responsabilité, ça passe par de la formation, ça passe par de la compréhension de ce que vous faites. Et malheureusement, si vous laissez vos crypto-monnaies sur des plateformes d'échange, comme à chaque fois, vous rajoutez un risque de contrepartie. Et l'objectif de la crypto, c'est d'éliminer les intermédiaires et d'éliminer justement ces risques de contrepartie. Donc ça, c'est un point super important. Un autre point important aussi, c'est que si vous laissez vos crypto-monnaies sur des plateformes d'échange centralisées, vous ne serez pas forcément éligible aux airdrops. Il y a eu je ne sais pas combien d'airdrops qui arrivent très régulièrement en fonction des projets et des écosystèmes que vous analysez. Et en fait, si vous laissez vos crypto-monnaies sur des plateformes d'échange centralisées, vu que vous ne détenez pas les clés privées, les airdrops, en fait, même s'ils arrivent, bah, ils vont être envoyés directement à la plateforme d'échange centralisée et pas à vous, parce que ce n'est pas vous qui détenez les clés privées. Donc soit la plateforme va dire bah, je vais redistribuer les airdrops au prorata du nombre de tokens que vous déteniez, soit ils ne le feront pas, et la majorité des plateformes de toute façon ne le font pas. Donc ça serait dommage de mettre de côté des fois quelques milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros, parce qu'il y a des airdrops qui sont juste monstrueux, on vous en avait partagé quelques-uns sur la chaîne YouTube, simplement parce que vous avez laissé vos crypto-monnaies sur des plateformes d'échange. Également, si vous laissez des crypto-monnaies sur des plateformes d'échange, vous ne serez pas forcément protégé en cas de bank run, parce que des mouvements de foule, ça arrive très régulièrement dans la crypto, des idées qu'on pourrait entendre sur le marché en disant peut-être que cette plateforme pourrait être en faillite, ou des suspicions de fraude, ou peu importe, peuvent amener à avoir des gros mouvements de panique sur la crypto, et peut-être le fait de retirer des quantités importantes de crypto-monnaies, retirer de la liquidité de manière très significative, ce qui pourrait mettre en péril en fait le fonctionnement de la plateforme d'échange centralisée, et in fine la mettre dans des positions très compliquées, peut-être même l'obliger in fine à mettre des clés sous la porte. Mais peut-être que si ça fonctionnait correctement, s'il n'y avait pas eu ce mouvement de panique, peut-être qu'il n'y aurait eu aucun problème, et du coup les personnes auraient pu retirer leur argent. Mais un peu comme le système bancaire traditionnel, aujourd'hui si vous laissez de l'argent sur votre compte en banque, beaucoup de gens considèrent que c'est de l'argent qui leur appartient, mais non, vous laissez de l'argent sur votre compte en banque aujourd'hui, la banque a une reconnaissance de dette envers vous, donc c'est ce qu'on appelle une créance, elle a une reconnaissance de dette. Donc si demain la banque fait faillite, vous perdez votre argent, c'est comme une entreprise. Bah pour les crypto-monnaies c'est exactement la même chose, et donc s'il y a un problème de bank run demain sur votre banque traditionnelle et que tout le monde souhaite retirer son argent au même moment, on sait qu'il n'y a pas suffisamment d'argent dans les coffres, et donc ça peut entraîner la banque dans des positions très compliquées, peut-être même l'amener à faire faillite si ce n'est pas le cas d'une banque systémique. Dans la crypto-monnaie, vu qu'on est sur un marché qui est nettement moins régulé et beaucoup plus opaque, encore une fois, ça peut poser des contraintes supplémentaires. Donc ils ont essayé d'apporter plus de visibilité là-dessus en apportant justement le concept de proof of reserve. J'en avais déjà parlé sur cette chaîne YouTube. Donc si vous allez sur CoinMarketCap et que vous cliquez sur Binance avec un petit onglet avec des pièces de monnaie sur le côté, vous allez pouvoir voir du coup les actifs qui sont détenus sur tous les portefeuilles qui sont référencés notamment sur Binance. Et ça c'est valable sur la plupart des plateformes d'échange centralisées qui ont accepté
de faire cette proof of reserve. Donc si vous allez sur CoinMarketCap, vous pouvez voir, bah voilà, là, sur Binance, sur les 57 milliards d'actifs qu'ils possèdent, bah, il y en a une partie en USDT, en Bitcoin, en BNB, en Ether, etc., etc., avec les montants qui sont disposés sur les différents wallets. Pour moi, ça, c'est un peu du bullshit, dans le sens où on vous met ici les actifs que vous détenez, mais en face, vous n'avez pas les dettes. Et surtout, il est possible que derrière, vous avez 57 milliards d'actifs, mais si derrière, il y a eu des dettes qui ont été contractées off-chain, bah en fait, vous n'aurez aucune info en fait, là-dessus. Donc si vous connaissez les actifs, mais absolument pas les passifs, les dettes, etc., bah, en réalité, vous n'avez aucune visibilité sur ce qui se passe en arrière-plan. Donc pour moi, ça n'a aucun intérêt d'avoir ce genre d'informations. Certains peuvent se sentir rassurés parce qu'ils vont voir des gros chiffres, mais je peux vous assurer que pour FTX, c'était également des gros chiffres, et pour autant, ça s'est quand même extrêmement mal terminé. D'autant plus que la Proof of Reserve, c'est la valorisation du portefeuille à l'instant T en fonction de tout ce qui est présent sur justement le portefeuille. Pour le cas de FTX, la majorité de l'argent qui était stocké à l'intérieur et de leur Proof of Reserve, c'était stocké sous forme de leur token central qui était le FTT token. Et donc, bah forcément, au moment où il y a eu un vent de panique et au moment où Binance a décidé de se séparer du FTT, ça a fait énormément baisser le prix et donc la valorisation totale du portefeuille a énormément chuté. Donc ça, pour moi, encore une fois, c'est quand même un point de vigilance à avoir et on peut se poser la question de pareil, de ce qui pourrait potentiellement arriver, vu qu'aujourd'hui, une grosse partie de l'argent qui est stocké sur Binance, hein, sur les 57 milliards qu'on retrouve aujourd'hui sur leur Proof of Reserve, il y en a une grosse partie qui est stockée en fait sous forme de BNB, qui est le token central de leur plateforme. Donc je ne suis pas en train de comparer ce qui s'est passé avec FTX et sur Binance, parce qu'aujourd'hui la réalité c'est qu'on n'en sait rien, et quand on a vécu la chute de FTX, en fait on l'a appris tous en fait sur le tas, et pour autant c'était même une plateforme qui était très largement utilisée, médiatisée, il y a eu énormément de fraude quand il y a eu après les analyses qui ont été effectuées par la suite. Aujourd'hui on n'a aucune idée de la manière dont sont gérés les fonds sur des plateformes comme Kraken, Binance, Coinbase ou ce que vous voulez. On pourra vous dire ce que vous voulez, sauf qu'au moment où il y aura un problème, et en fait on l'apprendra sur le tas, ça va être sur Twitter, un petit tweet où on vous dira bah voilà, la plateforme a fait faillite, vous pouvez plus récupérer votre argent. Et donc pour moi en fait ce problème lié à la Proof of Reserve, c'est que dans un premier temps ça ne donne aucune information sur comment est gérée correctement l'entreprise, puisqu'on n'a pas les dettes de l'autre côté, et en plus de ça on a les actifs liés aux crypto-monnaies, mais en plus de ça sur des crypto-monnaies qui sont très volatiles, et là pour le coup on a une grosse valorisation, en tout cas une grosse partie des fonds qui sont stockés avec le token de la plateforme en question. Si demain on a un bank run, une suspicion de X ou Y qui pourrait amener les investisseurs à vendre en masse en fait le BNB par exemple, ça pourrait faire baisser drastiquement les réserves de l'entreprise et peut-être la mettre dans des positions très compliquées. En plus de ça, si vous vous amusez à lire certaines CGV sur certaines plateformes centralisées, vous pouvez vous rendre compte que c'est marqué noir sur blanc qu'en cas de problème ou de litige, les fonds utilisateurs peuvent être utilisés pour payer les créditeurs. Parce que vous, quand vous êtes utilisateur, vous ne faites pas partie des principaux créditeurs de la plateforme. Vous êtes des utilisateurs en fait lambda. Et ça, c'est marqué dans les CGV. Donc au moment où il y a un hack, vous ne ferez pas partie des personnes qui seront remboursées les premières. Et même souvent, vous ferez partie des personnes qui seront remboursées vraiment en tout dernier quand il n'y a plus rien dans les caisses. Et c'est pour ça que c'est si difficile, même quand il y a des hacks, pour des personnes à récupérer leur argent. Pour le cas de MTGOX, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a des personnes qui se sont fait hacker du coup en 2013-2014 sur cette plateforme qui aujourd'hui n'ont toujours pas récupéré leur argent. Et pour la majorité d'entre eux, ils ne le récupéreront pas. Il y en aura peut-être une partie qui pourront revoir peut-être une partie de leur portefeuille, on verra comment ça va se passer, mais ça reste un cas très très rare, très isolé. Dans l'écrasante majorité des cas, vous êtes presque sûr à 100% de jamais récupérer votre argent. C'est pour ça qu'il faut être ultra vigilant. Il est donc impératif d'apprendre à utiliser un hardware wallet type Ledger pour sécuriser sur le long terme vos crypto-monnaies et prendre rapidement les bons réflexes. Donc je vous mettrai dans la barre d'infos un lien pour pouvoir vous procurer une Ledger si ce n'est pas déjà fait, et vous retrouverez dans notre chaîne YouTube tout un tas de tutoriels et de vidéos pour vous aider et pour vous apprendre à paramétrer correctement et efficacement cet outil pour ensuite vous permettre de protéger durablement vos crypto-monnaies sur le long terme. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai sorti dernièrement une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Éternel Étudiant, dans laquelle je partage des informations sur tout ce qui touche de près ou de loin les concepts d'indépendance et de liberté financière. Donc je parle d'entrepreneuriat, investissement, finances personnelles, etc. Sur cette chaîne, on va rester axé sur le secteur des crypto-monnaies, mais en tout cas, si vous vous intéressez à ces sujets-là, je vous invite à vous abonner à la seconde chaîne et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et également, pour tous ceux qui veulent profiter de ces périodes-là pour pouvoir se former, on vous a préparé un programme de formation avec Mickaël de plusieurs heures que vous pouvez rejoindre. Pareil, vous avez le lien dans la barre d'infos
Vous cliquez dessus, vous allez être redirigé sur une page. Là, vous pourrez vous créer un compte. Vous mettez votre adresse mail, vous mettez également aussi un mot de passe. Et ensuite, vous pourrez vous connecter à votre espace membre pour pouvoir suivre finalement la formation. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.